Bonjour à tous et à toutes. Normalement, il y avait une deuxième personne qui devait intervenir et notamment introduire. Donc, je vous propose de patienter encore quelques minutes. Et puis, si la personne n'arrive pas, eh bien, écoutez, je commencerai sans elle. Et elle, peut-être qu'elle conclura. C'était normalement notre directeur général. Mais bon. Bon, écoutez, je vais commencer, voilà, et puis si le directeur arrive, eh bien, je m'interromperai. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de la première année du plan 5000 équipements Génération 2024. Vous connaissiez sans doute le plan 5000 terrains de sport que nous avions mis en place en 2022 et 2023, qui nous avait permis de financer plus de 5500 équipements en 2 ans au lieu de 3 prévus initialement, tellement il a eu de succès. Ce plan 5000 terrains de sport, il ne portait que sur le financement d'équipements de proximité. Ce qu'on entendait par équipement de proximité, c'était des petits équipements peu coûteux, majoritairement extérieurs. À l'exception d'un ou deux types d'équipements et notamment de l'aménagement de locaux non utilisés en dojo, qu'on avait appelé à l'époque des dojos solidaires. Voilà, donc c'était vraiment des petits terrains, terrain de basket 3-3 extérieur, terrain de foot 5, terrain de hand à 4, donc vraiment des mini-terrains. Même mini-terrain de hockey, on a eu énormément d'équipements sportifs différents et c'est un dispositif qui a eu énormément de succès. Les Jeux Olympiques se sont profilés. Le sport est devenu grande cause nationale. À l'instar des pays anglo-saxons, on a souhaité développer l'activité sportive et physique dès le plus jeune âge. Donc on a réorienté ce dispositif, alors, qui est un nouveau dispositif, mais le réorienter et l'axer, l'inscrire dans le prolongement des politiques publiques qui essayent de développer l'activité physique et sportive à l'école, et notamment les 30 minutes d'activité physique et sportive à l'école et les 2 heures supplémentaires de pratique sportive au collège, donc qui étaient déjà en place. Donc on s'est inscrit à la fois dans ce plan 5000 terrains de sport et dans ces politiques publiques qui étaient déjà mises en œuvre pour créer ce dispositif plan 5000 équipements Génération 2024. Alors comme son nom l'indique, 5000 nouveaux équipements, cette fois-ci sur 3 ans, 2024-2026, avec un budget de 300 millions d'euros sur les 3 années. Donc avec un objectif parmi les 5000 équipements. La nouveauté, c'est qu'on a sur ce dispositif, on ne financera pas seulement les équipements de proximité, comme pour le plan 5000 terrains de sport, mais on va financer des équipements de proximité
on va aménager les cours d'école pour les rendre plus actives et sportives. Et on va également financer de la création, de rénovation d'équipements structurants. Voilà, donc 3000 équipements de proximité, c'est l'objectif d'ici 2026. 1500 cours d'école actives et sportives aménagés d'ici 2026 et 500 équipements structurants créés ou rénovés d'ici 2026. Voilà, et donc on a mis en œuvre ce plan pour cette première année en 2024. Je vais vous en présenter le bilan. Alors, la particularité de ce plan qui s'inscrit dans les politiques publiques déjà en place et qui vise à développer le sport, c'est qu'un nouveau critère a été mis en place. C'est que les équipements, pour pouvoir bénéficier d'une subvention, doivent être situés dans un établissement scolaire ou à proximité immédiate. Alors, selon qu'on ait équipement de proximité, donc un petit plateau de basket 3-3, un plateau multisport ou un terrain de foot 5, on va être un peu plus près de l'établissement scolaire. S'il s'agit d'une piscine, d'un gymnase, etc., évidemment, on ne peut pas en avoir à tous les coins de rue, donc on admettra que l'équipement soit localisé un petit peu plus loin, mais qui reste quand même accessible assez facilement, et notamment par les scolaires, puisque le but, c'est vraiment de développer l'activité physique et sportive des scolaires. Voilà, donc la nouveauté du plan, les équipements sportifs situés dans ou à proximité des écoles. On a également ouvert ce dispositif à de nouveaux porteurs de projets. Communément, nos porteurs de projets sont des collectivités ou des associations à vocation sportive. Et donc sur l'axe 1 des équipements de proximité et sur l'axe 2 des cours d'école actives et sportives, on a ouvert également aux universités. Alors quand on dit cours d'école, ce n'est pas le terme complètement approprié, mais c'est vrai que ça va de la maternelle à l'université, en passant par les groupes scolaires, les collèges, les lycées. Et on a également ouvert le dispositif aux établissements et services médico-sociaux, les ESMS, dès lors qu'ils accueillent des jeunes en situation de handicap et qu'ils ont une association sportive affiliée à une fédération sportive. Voilà, et on a ouvert aussi, on a fait évoluer un peu le dispositif, notamment pour les territoires ultramarins, parce que la rénovation est très importante. Sur l'axe 1 et sur l'axe 2, on ne parle que de création d'équipements. Même les dojos qui sont des aménagements de locaux sont des créations aussi d'équipements nouveaux. Et donc on a ouvert le dispositif à la rénovation d'équipements pour les territoires ultramarins. Voilà, uniquement. Voilà, donc, eh bien, écoutez, au terme d'une première année de ce dispositif, on a eu de nouveau un succès quand même fou. On avait un peu plus de 48 millions d'euros sur l'axe 1 des équipements de proximité. On avait 2,5 millions sur les cours d'école actives et sportives et 39,5 millions sur l'axe 3 des équipements structurants pour les créations et les rénovations. Et donc, sur cet axe 1 des équipements de proximité, on s'était fixé comme objectif avec notre budget d'essayer de réaliser, de créer 1200 équipements de proximité nouveaux. Et finalement, on en a créé, soutenu 2221 très précisément. Donc on est extrêmement content de ce résultat. On a alloué donc quasiment le budget. Alors on a quelques reliquats, comme vous le voyez, on a soutenu à hauteur de 47,44 millions d'euros, avec un taux de subvention moyen de 46%. Alors c'est vrai qu'on pouvait demander jusqu'à 80%, qu'une grande partie de ces crédits ont été délégués aux préfets de région et que les préfets de région ont aussi fait le choix de financer plus de porteurs et donc de donner un peu moins, mais pour qu'il y ait un peu plus de projets qui voient le jour. Toujours une grande majorité de porteurs de projets collectivités. On a quand même eu 12 projets portés par des universités, donc c'est la première année, ça se met en place lentement, il faut que l'information circule, mais quand même. Et puis on a donc beaucoup de projets à la majorité. Et ça, c'était un objectif aussi de cette année, c'était de rééquilibrer un peu au niveau des territoires carencés. L'agence intervient quand même majoritairement en territoire carencé pour rééquilibrer la répartition des équipements sur le territoire. Le plan 5000 terrains de sport, il avait vraiment été accaparé, j'allais dire, par les territoires ruraux.
beaucoup de collectivités rurales s'étaient positionnées et 68% des porteurs de projets étaient situés en territoires ruraux, carencés, en 2022 et 2023. Donc cette année, on a souhaité rééquilibrer un petit peu pour que les QPV bénéficient aussi de ces dispositifs parce qu'ils en ont également grand besoin. Donc on sait que dans les QPV, l'activité, elle tourne beaucoup autour du foot, de basket 3-3, de la boxe. Et donc pour diversifier, donc on avait demandé à ce qu'un tiers des projets soient situés en QPV dans la mesure du possible, et notamment au terme des 3 ans. Dès la première année, on a atteint l'objectif aussi. Donc on a 39% des projets qui sont situés en territoire urbain carencé, 30% en territoire ruraux carencés, 4% en territoire ultramarin et 27% en territoire non carencé. C'est vrai que c'est une répartition qui a un peu évolué aussi. Les territoires non carencés se positionnent davantage également. Alors, on a ouvert à tous les territoires en 2023. Avant, on intervenait uniquement dans les territoires carencés. Et on sent qu'il y a quand même là aussi un besoin et puis un engouement évident lié à ce dispositif. Alors, juste une petite information sur le top 5 des équipements financés au titre de cet axe 1. Donc, encore une fois, comme avec le plan 5000, on est toujours sur les plateaux multisports qui sont les plus financés. Ça, c'est vrai que ça reste l'équipement idéal qui permet d'avoir plusieurs activités sur un même équipement. Avec 356 équipements financés, les dojos solidaires. La fédération de judo s'était inscrite dans le plan 5000 terrains de sport. Elle avait eu un démarrage un peu lent et donc là c'est parti. Cette année, on en a financé 217 et avec ceux qu'on avait financés par le passé, sur l'ensemble de la France et y compris territoire ultramarin, on a financé presque 400 dojos solidaires. Enfin, on en est à 380, très exactement. Des tables de tech-ball, on a eu une grosse vague de tables de tech-ball mobiles. Les tables de tennis de table qui atteignent presque 200 et puis des kits mobiles sportifs un peu type UFOLEP pour un peu l'activité physique générale. Et comme vous voyez, au total, on a financé plus de 56 types d'équipements sportifs différents. Donc il y a une grande diversité et ça c'est quand même intéressant. Alors j'ai fait un focus un tout petit peu plus détaillé, je ne vais pas rester trop longtemps dessus non plus, mais sur les cours d'école actives et sportives. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça consiste en du design actif, c'est-à-dire peindre dans la cour des motifs qui permettent d'avoir une activité, un parcours de vélo, même basiquement une marelle, mais qui amène à avoir une activité physique. Ou acquérir un équipement de proximité ou encore du matériel sportif, même en maternelle, pour la motricité, pour l'équilibre, etc., pour commencer à initier. Voilà, donc on s'était donné pour objectif 500 cours d'école active et sportive la première année. On en a 499. En fait, on en avait 500. Il y a un porteur qui a abandonné. On est tombé sous le seuil. Mais dans les faits, on a les 500 parce qu'on a recompté dernièrement. Et on les a bien. Voilà, objectif atteint. Même à 499, objectif atteint. On a une subvention moyenne par cours d'école de 3 400 et quelques euros. Un taux de subvention de 56%. Et puis là, on a évidemment, c'est quasiment 100% de collectivités qui portent les projets. Donc là, on est vraiment dans les cours d'école. Alors là, vous avez je ne sais pas si vous le voyez, voilà, la répartition, j'allais dire, à la fois des dossiers qui ont été déposés et du nombre de cours d'école que cela représente par région. Et étonnamment, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en tête, qui a déposé le plus de dossiers et surtout de dossiers comprenant beaucoup de cours d'école. Et donc voilà, après vous avez la répartition. Ce que l'on voit, c'est que c'est l'aménagement, enfin c'est le design actif qui prend le dessus. Et le nombre de cours d'école financés comprenant du design actif sont vraiment prépondérantes.
Ensuite, on a effectivement, comme je vous l'ai dit, acquisition de matériel sportif ou création d'équipements nouveaux dans la cour. Et puis, on a évidemment des mixtes, un petit peu de chaque. Mais on a très souvent donc, du design actif dans les projets. Voilà, encore une fois, les équipements situés en territoire carencé urbain, j'allais dire par axe, ont atteint l'objectif du tiers dans ou à proximité des QPV, suivi de près par les territoires carencés ruraux, et puis les territoires non carencés, et enfin les territoires ultramarins. Et l'axe 3 est un axe qui concerne la création ou la rénovation d'équipements structurants. Alors pour nous, la définition des équipements structurants, c'est les gros équipements coûteux, j'allais dire. Donc les piscines, les gymnases, les terrains de grands jeux, foot, rugby, les salles spécialisées. Voilà, on s'était donné comme objectif cette année d'en soutenir près de 150. On en a soutenu 260. On a quasiment consommé tout le budget qui était alloué, avec une subvention moyenne à hauteur de 150 000 euros. La majorité des projets portés par des collectivités sur ces gros équipements, c'est vraiment rarement des associations à vocation sportive. Voilà, et puis ensuite... Les taux de subvention, comme je vous l'ai dit, encore une fois, on atteint le tiers pour les territoires carencés urbains, suivis des territoires ruraux carencés également. Et vous voyez que les dossiers les plus financés sont des salles multisports, des terrains de grands jeux, suivis des piscines, des cours de tennis et des stades d'athlétisme. Voilà, donc le bilan global, c'est celui-ci. En un an, on a financé près de 3000 équipements sportifs, tout axe cumulé, ce qui est quand même pour nous une vraie satisfaction. Il y a une vraie dynamique qui s'est installée. On essaime sur toute la France. Tout le territoire français est couvert. Il n'y a pas de territoire oublié. Donc ça, c'est quand même extrêmement satisfaisant. Et puis, les objectifs sont tous atteints de façon générale. Et donc voilà, donc ça donne la cartographie qui suit. Voilà, et comme vous pouvez le constater, donc l'axe, là de façon générale, les 3000 équipements qu'on a financés, avec le détail par axe, l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, et on en a vraiment dans toute la France et dans tous les territoires ultramarins, sauf la Nouvelle-Calédonie cette année, du fait des émeutes, ont été complètement perturbés. On reporte les crédits l'année prochaine, mais ils étaient vraiment dans la capacité de déposer des dossiers, ils étaient vraiment préoccupés par autre chose. Voilà, donc nos quasi 3000 équipements, plus de 2220 de proximité, quasiment 500 en cours d'école active et sportive, 260 équipements structurants financés et tous en lien avec les scolaires, à minima, puisqu'on demandait notamment sur l'axe 1, de signer une convention avec un établissement scolaire pour s'assurer que les équipements seraient bien utilisés par les scolaires, ce qui n'empêchait pas de signer avec également une association à vocation sportive, et par ailleurs d'avoir de l'accès libre. Ça, c'est sur les petits équipements de proximité. Voilà, donc on espère bien, aujourd'hui tous les clignotants sont au vert, on devrait donc reconduire ce dispositif en 2025. Le conseil d'administration de l'agence se réunit fin novembre avec un budget qui est tout à fait correct pour le moment, sauf mauvaise surprise, sachant que la loi de finances n'a pas encore été votée. Donc sous réserve de tout ça, on repart avec un beau budget. On rédigera les notes de cadrage que l'on diffusera largement à nos services déconcentrés de l'État en département, en région, mais vraiment à toute notre gouvernance du sport, les groupements de collectivités AMF, ADF, ARF, etc., le mouvement sportif, les présidents de fédérations. Et on mettra toutes ces informations sur le site internet de l'agence en début d'année prochaine, fin d'année, début d'année prochaine. Normalement, on devrait réouvrir les appels à projets vers, je pense, février, mars au plus tard. Peut-être avant, selon les dispositifs, parce qu'on n'a pas que cela, on en a d'autres. Donc tout ça va s'égrener. En tout cas, ça sera ouvert au moins au premier trimestre, ça c'est sûr et certain. 2025.
Sur ce dispositif-là du plan 5000, c'est une instruction qui se fait au fil de l'eau, c'est déposé au fil de l'eau. Il y a au niveau des territoires, donc il y a plusieurs commissions qui se réunissent dans l'année. Pour les dossiers qu'on gère, nous, au national, en général, c'est un quart du budget par rapport au budget global. Nous aussi, on fonctionne au fil de l'eau, un petit peu plus rapidement parce qu'on ne réunit pas de commission. Mais voilà, donc ça se fait tout au long de l'année jusqu'à l'été, grosso modo. Les appels à projets sont clos au mois de septembre. Ça, c'est pour l'agence, mais il s'arrête un petit peu avant pour les services déconcentrés, le temps d'instruire les dossiers, les derniers dossiers. Donc, c'est généralement à l'été, quoi. Vous savez qu'on a dématérialisé depuis 2023 l'instruction des demandes de subventions. Donc dorénavant, il y a un site qui s'appelle Infrasport. Il faut donc quand même prendre la tâche ou de l'agence ou des services déconcentrés de l'État en charge des sports pour faire le point sur le type de projet que vous avez, pour le flécher sur le bon dispositif, voilà, avoir cette information préalable. Et si votre projet est éligible, il suffit de se connecter sur Infrasport, de créer un compte très basiquement, une adresse email, un code. On vous valide l'accès et après vous pouvez déposer vos demandes de subvention. Tout est dématérialisé, vous scannez les pièces, vous les déposez, elles sont instruites. Au niveau donc régional, quand ce sont des crédits qu'on délègue au préfet de région, les services déconcentrés instruisent les dossiers. Si les dossiers sont conformes, ils les présentent en commission préalable. Il y a une sélection qui peut être faite et ensuite les dossiers sont présentés en conférence des financeurs. Et les conférences des financeurs donnent un avis sur les projets. Alors les conférences des financeurs, leur rôle, c'est d'examiner les dossiers de demande de subvention sur la base des projets sportifs territoriaux qui ont été élaborés par les conférences régionales du sport. Ces projets sportifs territoriaux, ce sont des diagnostics qui ont été réalisés et qui ont mis en évidence des carences, des besoins territoriaux dans certains départements ou dans d'autres, etc. Et qui donc donnent des pistes en disant nous, on a un besoin de piscine, sur les 5 prochaines années, il nous en faut 2, plutôt dans tel secteur géographique, etc. Et donc la conférence des financeurs va vérifier que le projet normalement, est en adéquation avec les besoins. C'était le but de la mise en place de ces conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. C'est vraiment cette organisation, c'est de cette façon que normalement ces deux conférences travaillent. Et en dernier lieu, au niveau de l'agence, c'est le directeur général qui valide les subventions. Au niveau territorial, c'est le préfet à qui on a délégué les crédits qui intervient au nom et pour l'agence, au nom et pour le compte de l'agence. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tout ce que je peux vous dire, ça c'est le plan 5000. On a d'autres dispositifs. On a un dispositif dédié aux personnes en situation de handicap, notamment. On a un dispositif dédié aux territoires ultramarins, par ailleurs. Voilà, on a un ou deux petits dispositifs ponctuels qui viennent s'ajouter. Et tout ça tous ces dispositifs seront ouverts en début d'année prochaine, à peu près dans les mêmes délais. Voilà, et si vous avez des questions, eh bien écoutez, je vous répondrai avec plaisir. Oui, bonjour. Je représente la C3D STAPS, la conférence des directeurs et doyens de STAPS. Pardon, on a changé de nom depuis une semaine. Conférence des directeurs et directrices de STAPS. Puisque justement, je voulais poser une question sur le genre. Et on sait que les cours d'école, alors peut-être pas en maternelle, mais quand on avance vers la fin du primaire, les cours sont très genrés. On sait qu'en gros, les garçons occupent 90% de l'espace de la cour et que les filles sont cantonnées sur les bancs le long des murs. Est-ce que dans le choix de financement des projets sur l'axe 2, vous avez un accent particulier qui est mis sur le fait que ça va permettre la pratique des jeunes filles, puisqu'on sait que c'est l'un des axes sur lesquels il faut travailler. Les jeunes filles quittent la pratique sportive un peu plus tôt et un peu plus fortement que les garçons. Oui, tout à fait. On est bien sensibilisé, on est bien conscient de cette problématique. On a donc des comités qui sont composés, j'allais dire, de représentants de chaque collège constitutif de l'agence, donc État, collectivité, mouvement sportif, monde économique, et on échange chaque année
avec eux pour savoir ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut faire évoluer justement pour améliorer certaines choses qu'on ne voit pas ou qu'on constate parfois a posteriori. Et donc ce sujet-là, il a déjà été évoqué il y a quelques années. Et effectivement, sur l'axe 1 des équipements de proximité notamment, on avait déjà été alerté sur la problématique des équipements en accès libre. Voilà, ou même plateau multisport, mais basket 3-3 aussi, bien sûr. Terrain de foot 5, n'en parlons pas. Bon. Et donc, c'est vrai que la pratique libre, elle ne favorise pas l'utilisation par les jeunes filles. Donc, on avait, à partir du plan 5000 terrains de sport, donc en 2022, on avait obligé, on demandait à ce que les porteurs de projets garantissent de l'accès libre, mais également est une convention avec une association à vocation sportive de façon à garantir une animation et la venue, l'encadrement de jeunes femmes. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc on n'a plus financé d'équipements uniquement en accès libre comme on le faisait par le passé. Avant, c'était vraiment accès libre total, 100%. Donc là, c'est plus de l'accès libre 100%, c'est pour partie accès libre, pour partie animée encadrée. Et donc, on imposait la signature d'une convention avec une association à vocation sportive. Et puis, à compter de 2024, comme on s'est orienté vers la pratique scolaire dès le plus jeune âge, du coup, on a demandé à signer une convention, à ce que les porteurs signent une convention avec des établissements scolaires. À minima, rien n'empêche d'en signer une également avec une association à vocation sportive, mais au moins, cette fois-ci, avec un établissement scolaire. Donc, tout en maintenant quand même de l'accès libre, de façon à mixer justement et d'avoir des publics très différents. Dans les cours d'école actives et sportives, on a sensibilisé tous nos services déconcentrés. On a bien écrit dans nos notes de cadrage que les équipements ne devaient pas être genrés. Ils sont pas, quels qu'ils soient, ils ne sont pas faits pour soit les filles ou soit les garçons. Ils sont faits pour tous. Voilà. Et donc, on a attiré l'attention là-dessus. Et on a donné aussi une priorité d'examen au projet qui faisait ressortir justement cette analyse et cette intention justement de bénéficier à tous et non pas être genré. Voilà. Bonjour, oui, merci. Je rebondis sur la question. Donc, moi, Romain Lepillet, je suis maître de conférence à l'UFR STAPS, donc à l'Université de Rouen. Effectivement, là, avec l'Université de Rouen et puis avec une boîte qui s'appelle H-Trax qui fait des pump tracks, on a commencé à travailler sur les pump tracks parce que c'est un des équipements d'accès libre qui finalement est assez mixte. Hein, les premières observations de terrain, donc l'étude est en cours, on va avoir, je pense, une grosse année, une année et demie de travail, mais c'est partie des équipements en accès libre, à la différence des skateparks qui sont assez genrés où les filles ont du mal à s'imposer sur les skateparks. Sur les pump tracks, alors c'est peut-être lié au fait que les pratiquants de pump track sont des pratiquants assez jeunes, mais on trouve une mixité assez importante. C'est-à-dire que, voilà, pour le dire comme ça, les filles, elles ont une trottinette et elles y vont, elles ont un skate et elles y vont, elles ont un BMX et elles y vont. Et je trouve que c'est assez original parce qu'effectivement, c'est un équipement en accès libre ouvert, voilà. Et justement, je voudrais votre sentiment là-dessus. Comment vous sélectionnez les projets? Est-ce que cette dimension est importante? Et une autre dimension, c'est quand ces projets sont faits, est-ce que vous vérifiez un petit peu l'accès handicap ou comment ça se passe? C'est-à-dire l'accès jusqu'au site et ensuite l'accès sur le site. Alors, nous, on incite, on est vraiment incitatif, on n'est pas prescriptif, hein, c'est pas notre souhait. Hein, donc vraiment, on incite, on sensibilise nos services déconcentrés sur l'ensemble de la France. On l'écrit dans les notes de service, on donne une priorité aux projets qui ont été réfléchis dans ce sens et qui le démontrent parce que le porteur a fait l'effort de l'expliquer dans une note d'opportunité qu'on lui demande de fournir. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a une priorité d'analyse. Après, c'est vrai qu'il y a des équipements qui vont être plus spontanément accessibles, j'allais dire aux filles comme aux garçons, d'autres un peu moins. Quoi qu'il en soit, nous, on ne prend pas de risque. Du coup, on a imposé à tous que les équipements, que les porteurs aient signé une convention d'utilisation et d'animation avec un établissement scolaire. Donc sur 2024, on devrait reconduire en 2025 et normalement en 2026, sauf réorientation, mais normalement c'est parti pour 3 ans.
Ah, la dernière alors. Bonjour, Christophe Olivier, maire d'Occaleuc dans les Côtes-d'Armor. On a une possibilité de projet sur ma commune pour une piste routière de roller, puisqu'on a un club avec des champions du monde et des champions d'Europe. Et je voulais savoir si construire cette infrastructure qui serait au niveau européen, c'est-à-dire pour accueillir les championnats d'Europe, est-ce qu'il y a, qui accueillerait bien sûr les scolaires de la commune, est-ce qu'il y a des choses particulières en plus ou pas? Alors, les pistes de roller, enfin, ça dépend où elles prennent place, hein, mais si c'est sur de la voirie publique, on ne finance pas. C'est un peu comme les pistes cyclables. Parce que sinon, je pense que tout notre budget partirait juste là-dedans. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est diversifier justement l'offre d'équipement. Donc, si c'est sur de la voirie publique, non. C'est sur un ancien terrain de foot. Ah, sur un ancien terrain de foot, alors effectivement, après, ça va dépendre de son coût. De sa surface et de son coût. Nous, vraiment, les équipements de proximité, c'est vraiment des petits équipements peu coûteux. On est entre, j'allais dire, ça peut varier, je sais pas, on peut partir des tables de tennis de table qui coûtent vraiment pas grand-chose, jusqu'à un petit skatepark. Les grands skateparks vont prendre la place, enfin, vont être orientés vers l'axe 3 des équipements structurants. Là, si vous me dites ces terrains de foot classiques, ça va plutôt être sur les équipements structurants, axe 3. Et oui, a priori, je pense que c'est éligible, oui. Après, il faudra regarder plus en détail, hein, parce que là, c'est un peu global. Il y a pas mal d'autres conditions à respecter. Mais donc, il faudra contacter les services déconcentrés de l'État de votre département. Hein. On a toutes les coordonnées sur le site de l'agence. On va vérifier que c'est à jour, parce qu'en général, à la fin de l'année, ça n'est plus. On va le faire, là, c'est sûr. On remet tout ça à jour. Et puis, donc, les contacter. Et je pense qu'ils vous conseilleront de prendre leur attache en début d'année prochaine, quand ils y verront plus clair, qu'on aura passé le conseil d'administration, qu'on connaîtra mieux les orientations. Donc là, vous pourrez les appeler, leur demander ce qu'il en est, plus précisément. Merci. Je vous en prie. Bon, je crois que le timing qui nous a été imparti est atteint. Mais voilà, vous pouvez venir nous voir sur le stand de l'agence si vous avez d'autres questions. On est juste à côté derrière.